Amis de la Résistance, bonsoir. On est un peu troublés parce qu'on était en train de mettre au point les derniers éléments de cette émission. Pourquoi dans un grand festival de papier remué. Bravo. Papier. Ah là là, faudrait bien un petit peu Lugan là qui vienne dans le studio. Vous trouvez qu'il vient pas assez, Lugan? Non, mais quand il est là, mieux vous dire que les papiers, il faut qu'ils bougent. Bon, mais Lugan, c'est un Hulan. On dirait un officier de hussard. Alors, le premier qui bouge, il prend un coup de lance, forcément. Un coup de moustache. Le programme de ce soir, comme ça vous pourrez regarder la télévision. Un invité surprise, Roger Olindre. Bonjour à tout le monde. Bonsoir, Roger. Si vous voulez bien parler dans le micro, monsieur le député. Oui, mais je tiens à saluer tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Dans le micro. Ben, je Plus suis dans près. le micro. Non. Parlez au micro. Je l'ai collé au micro. Bon. Voilà, c'est ce qu'il faut. Ensuite, nous recevrons Thierry Marignac, qui est écrivain et qui vient de faire un livre. Nous le recevrons téléphoniquement. Et qui vient de faire un livre dont Patrick Goffman nous a parlé. Patrick Goffman qui est ici. Pour ne pas revenir sur le sujet, j'indique qu'il commence à l'instant même à 18h ce vendredi une signature de son livre Fuyard que nous avons beaucoup aimé à la librairie Le Divan, 203 rue de la Convention, métro Convention. Guy Prival, secrétaire général du CEP, viendra nous parler du colloque du CEP. Vous savez que le CEP, c'est le cercle d'études et de prospective pour la science. Et ce colloque est consacré à la science face au surnaturel. Un beau sujet. Claude Timmerman, que vous venez d'entendre, nous parlera de l'actualité de l'écologie. J'aime bien dire ça parce qu'il déteste le mot, mais c'est quand même un peu ça, quoi. C'est une écologie droitière, ça a l'air vrai. C'est tout à fait ça, c'est sûr. C'est fait partie des choses désagréables dont il faut parler et dont les récents événements de Cancun, en plus, vont offrir de nouveaux développements. Richard d'Enfernet, quel beau nom. On a plaisir à l'écrire. Hein. Et vous savez qui c'est ? C'est le dernier descendant du vicomte René Madec qui s'était taillé un royaume au cœur des Indes, à l'époque de Louis XV. Le roi du Décan. Du Décan, c'est ça. Alors Richard d'Enfernet, il est journaliste, entre autres, et il a créé un forum royaliste sur Internet. C'est pas un forum, c'est une liste dans la mesure où il n'y a que les gens qui y sont inscrits qui peuvent participer. Et pour s'inscrire, il faut passer un message à la liste. Et pour passer un message à la liste, il faut être inscrit. C'est à peu près comme ça que ça se passe, non ? Non, on peut se débrouiller pour joindre Richard, et à ce moment-là, les choses s'arrangent, en général. Alors, c'est une liste qui est très bien fréquentée, puisque Claude Timmerman s'y exprime. Un dénommé Serge de Becquetz également. Oui, Anne Merlin-Chazela, collaboratrice du Nouveau Journal. Nous avons un officier de la cavalerie blindée belge. Oui, non, c'est un ancien de l'artillerie à cheval. Ah oui, c'est le contraire, artillerie à cheval, qui participe à nos débats. Enfin, c'est très amusant, l'ambiance est très sympathique, parfois un peu tendue, parfois un peu tendue. Bon, on racontera tout ça. L'abbé Cellier viendra nous parler du dernier numéro de Fidélitaire consacré à Solzhenitsyn, puis nous aurons une visite du docteur Dor. Voilà le programme. Je n'ai pas le programme de TF1, mais je pense qu'en ce moment c'est le Big Deal ou Starac. Non, pas encore. Quoique j'ai des doutes, effectivement. Star Academy sévit beaucoup en ce moment. Ça m'étonnerait que nos auditeurs nous quittent pour TF1. Par contre, nos auditeurs du 8e arrondissement de Paris peuvent encore se précipiter à l'église de la Madeleine, puisque vous parliez de royalisme, où la messe à la mémoire de Madame Comtesse de Paris vient de commencer il y a quelques minutes. C'est une très bonne chose de le rappeler. À ce propos, certains auditeurs qui ont les Portugaises ensablées se sont formalisés de certains propos qu'on avait tenus avec Chérigues, le marquis, à propos de Madame. J'ai réécouté la bande, franchement, je crois qu'il faudrait utiliser les petits cotons-tiges d'une façon plus régulière. Ça permet d'avoir une meilleure entente de l'émission. Je crois qu'en ce moment, Serge, il y a des réactions épidermiques de toutes parts liées à un certain nombre de propos et d'écrits de ce monsieur. Je me souviens entre autres d'un excellent article passé dans le Libre Journal que j'aurais bien voulu signer moi-même, tant pis si je prends des tomates de l'IMB, j'ai l'habitude, intitulé « Libérer Louis de Bourbon ».
qui a valu aux rédacteurs du livre journal en général, et moi qui faisais une conférence à l'université d'été légitimistes, un certain nombre de propos acerbes. Le village indien. Le village indien, comme vous dites, oui. Vous savez pourquoi on appelle l'université légitimiste le village indien? Non, je vous ai déjà entendu parler de cette expression, mais je ne sais pas pourquoi. Eh ben, je vous laisse réfléchir. Oui, il faut mieux réfléchir. Oui. Faut mieux réfléchir. Enfin, si vous voyez un village indien, vous m'aurez compris. Que ceux qui ont des oreilles entendent, comme dit l'Évangile. Un peu d'actualité, vous avez remarqué que M. Chirac applique la méthode Couette. Moi, j'appelle ça la méthode Couette maintenant, parce que la méthode Couette, c'est même pas suffisant. D'après Chirac, il dit, c'est fabuleux. Quand même, pensez qu'il est président de la République française. Hein. Sachons voir ce qui va mal sans croire même moi, j'arrive pas à le dire. Sachons voir ce qui va mal sans croire qu'obligatoirement tout va mal. Et réciproquement, bien entendu, comme aurait dit le capitaine Cap. Et d'ailleurs, il nous propose un nouveau cap. Donc c'est lui-même le capitaine Cap. Le cap de Bonne-Espérance, je suppose. La France a pris un nouveau cap, la réforme des retraites est faite. Tu parles. L'insécurité recule. Évidemment, je pense qu'à l'Élysée, l'insécurité a reculé sérieusement. Ça, il est à peu près tranquille, il ne risque pas de se faire cambrioler, quoique. Et encore, c'est même pas sûr, puisque son bichon a été attaqué, mais c'était au Canada, donc là, vous savez que son bichon a été attaqué par un labrador. Vous n'êtes décidément au courant de rien. Ah bah non, vous savez, je pense qu'il ne faut pas dire que tout va mal, mais je pense qu'il faut se contenter de dire ce qui ne va pas. Et les choses qui ne vont pas dans ce pays sont quand même de plus en plus nombreuses. Ce qui vient de se passer en Corse, on va en parler. C'est proprement, mais c'est totalement dément. J'aimerais qu'on en parle un peu. On va en parler, mais il n'y a pas qu'en Corse. Hein. mais ça risquerait de faire tache d'huile, précisément. Oui. L'huile d'olive, bien entendu. Alors il dit, notre pays est en train de reconquérir son rang économique, mais il nous avait pas dit qu'on l'avait perdu. Enfin, j'ai pas le souvenir. C'est-à-dire qu'il y a que lui qui ne s'en était pas rendu compte. Nous avons pris une option claire, aller au-devant de la croissance en libérant nos énergies et en conduisant les adaptations nécessaires. Ça fait penser, vous savez, il y avait un jeu il y a quelques années, il y avait 3 colonnes. Vous vous rappelez de ça, Goffman? La première colonne, c'était donc un sujet. Un sujet. Au milieu, c'était un verbe, et le troisième, c'était un complément, en quelque sorte. Alors, c'était du style. Il y avait il est nécessaire de, ou il est souhaitable de, ou il faut. Et la deuxième colonne, c'était mobiliser les énergies, faire face aux difficultés, vaincre la crise, dépasser. Et puis ensuite, c'était pour améliorer le sort, etc. Et alors, on faisait jouer les 3 colonnes et on s'apercevait qu'on pouvait fabriquer un discours entier. Oui. Tu te rappelles de ça? Mais je l'ai publié dans le dernier bouquin de blagues que j'ai fait. Tu prends les colonnes. Ton meilleur livre. Oui, tu prends les colonnes dans n'importe quel sens et tu ajoutes ces phrases et ça donne un discours totalement incohérent, mais pas plus incohérent que ce qu'on entend à la radio et à la télé. Quoi. Et maintenant, on sait où Chirac va chercher son inspiration. Aller au-devant de la croissance en libérant nos énergies et en conduisant les adaptations nécessaires. Oui, mais c'est ça, il a dû prendre dans mon bouquin. Mais moi qui suis un peu bête, je voudrais quand même faire comprendre quelque chose. Aller au-devant de la croissance, soit et après. Parce que le problème, c'est pas d'aller au-devant, mais quand on l'a croisé, il se passe quoi? Le problème, se reposer après. Le problème d'aller au-devant de la croissance, d'autres l'ont dit avant moi, c'est une locomotive. Donc, il y a une façon de prendre le train, c'est de l'attendre sur le quai et de monter quand il s'arrête. Il y a une façon de le rater, à ce moment-là, on court derrière. Mais il y a une façon où on est absolument sûr qu'on ne montera pas dedans, c'est quand on court au-devant. Oui. Parce que, au bout du tunnel, voilà, alors, il continue. L'impôt sur le revenu et les charges sociales diminuent, ce qui est vrai, mais le prix de l'essence augmente, le prix mais pourquoi disent-ils ce genre de choses? C'est parce qu'ils ne veulent pas dire la seule vérité qui existe. C'est que le Front National a raison depuis 40 ans quand il dit que l'argent des Français doit servir aux Français. Alors moi, sur les tribunes, que je parle avant ou après Le Pen, je disais toujours aux Français, quelle que soit leur race ou leur religion. Ça n'était d'ailleurs jamais repris. Mais aujourd'hui, il est bien certain qu'on s'aperçoit que l'argent des Français doit rester aux Français et doit servir à l'entretien des hôpitaux français. Et que pourquoi n'attaquent-ils pas bille en tête les 35 heures, tous ces gens qui nous gouvernent? Ils
savent quand même très bien que c'est 35 heures. Ça a foutu la pagaille un peu partout. Excusez-moi de vous demander pardon, Roger Olindre, mais il me semble que le Front National vient de fêter ses 30 ans et non pas 40. Oui, mais enfin, Avant, il y avait le Front National des combattants. J'étais Tixier avant, hein. Je fais partie des gens qui ont fait Tixier, et ensuite on est passé au Front National, donc ça ne rajeunit pas. Mais Diabolicum perseverare. Allons. Ça fait bien une carrière. Pas de querelle de chapelle. Ça fait bien, non, mais il n'y a pas de querelle ni de chapelle. Ni de chapelle d'ailleurs. Alors je continue, parce que il faut interroger le président de la République pour savoir certaines choses importantes. Par exemple, qu'est-ce que la mondialisation? Alors Chirac nous répond. La mondialisation, par elle-même, la mondialisation n'est évidemment ni un bien, ni un mal. Ça, on est informé. Ça, on est tranquille. Mais attention, elle ne doit pas épuiser les ressources naturelles de la planète. Elle ne doit pas appauvrir ceux qui sont pauvres pour n'enrichir que ceux qui sont riches. Ouais. La mondialisation de l'économie exige évidemment la mondialisation de la solidarité, poil au nez, bien entendu. Et il décrète qu'il vaut mieux être riche et en bonne santé. En bonne santé. Voilà. C'est ce que j'allais dire, c'est Monsieur Prudhomme, quoi. On est en campagne électorale permanente et il s'agit de flatter le plus grand nombre possible d'électeurs. C'est la méthode Couette. Oui, j'aimerais quand même. Alors, je continue, si vous permettez. La baisse des impôts et des charges est l'un des principaux volets de notre politique de croissance, parce qu'après on ferme. Alors là, on tire les volets. Bon. Laisse un peu les volets clos de notre politique de croissance, et elle n'est évidemment pas la cause de notre déficit. Celui-ci s'est creusé du fait des difficultés économiques après plusieurs années d'accumulation de dépenses de dépenses non financées. Le bilan, il fait le coup du bilan. Et il n'a pas déjà passé un septennat? Je me gourre, quoi. C'est la 8e année qu'il était à l'Élysée, là. Non, c'est pas ça, il s'est gouré de discours, il a repassé un vieux qu'il a préparé en 82. Alors, donc, celui-ci s'est creusé du fait des difficultés économiques après plusieurs années d'accumulation de dépenses non financées. Il ne peut être effacé d'un coup, en sacrifiant notre croissance, en ralentissant celle de nos voisins, c'est par altruisme d'ailleurs, et en renonçant aux investissements qui préparent l'avenir de notre pays et celui de l'Europe. C'est beau. Fermer le banc et les volets. Et alors, il termine comme ça. La France doit avoir l'optimisme de l'action. Et l'action de l'optimisme. Et l'action de l'optimisme, évidemment, ça c'est clair. J'ai tout compris. Notre pays a certes des difficultés. Heureusement qu'il nous prévient, parce que ça ne serait pas perçu. Des interrogations, des doutes. Sachant voir ce qui va mal sans croire bon, j'y arriverai pas, tout va mal. Sachant dénoncer nos manques, mais pour mieux les combler. Ouais. Ce n'est pas dans la contestation systématique de tout, et surtout pas dans les violences, que les problèmes des Français trouveront leur solution. La culture de l'affrontement est anachronique et nous a handicapés par rapport à nos voisins. Et confère ce qui se passe en Espagne, par exemple, où la culture de l'affrontement est totalement... C'est triste pour notre pays, parce que ce type est président de la République. Hein. Ah oui? C'est le roi de l'apophotisme. Voilà. Il passe son temps à dire ce qui n'est pas, mais jamais ce qui est. Il définit tout par son contraire. C'est bien, mais en politique, ça suffit pas, à mon avis. J'ai entendu dire une chose, et je sais, est-ce que quelqu'un d'entre vous en a entendu parler, c'est que on annonce un nouveau jour férié, qui serait le 5 décembre pour célébrer la paix en Algérie. Vous avez entendu ça? Non, pour moi c'est la veille de la Saint-Nicolas. Je crois que ça a été annoncé sur France Info, une fois ou deux aujourd'hui, mais j'ai pas la certitude, parce que si c'est vrai, c'est extraordinaire. Il y a 15 jours, on nous annonce qu'on supprime un jour férié pour payer la retraite des vieux, ce qui naturellement est grotesque. Non, mais je crois qu'il y aura un jour de commémoration, mais qui ne sera pas un jour chômé. Ah bon? Oui, j'avais une note de l'AFP là-dessus tout à l'heure que j'ai découpée, puisque tout ce qui est ancien combattant, je le découpe. Hein. Je ne sais pas où je l'ai rangé. De toute façon, c'est pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie, mais c'est loin d'être acquis, étant donné que tous les gauchos de la FNACA veulent que ce soit le 19 mars, quoi. Voilà. Donc, alors, je sais pas si quelqu'un a des informations là-dessus qui peut nous les passer par fax. Je pense qu'effectivement, ça ne sera pas quelque chose de chômé, parce qu'ils sont tous là à trouver, et c'est malheureux que ce soit le scandale de l'hécatombe, qui n'étaient pas tous des vieux d'ailleurs, des morts plus que moins liés à la canicule de cet été qui en fassent les frais, mais il y a un problème qui est européen. D'après ce que j'ai compris, la France a trop de jours fériés par rapport aux d'autres pays d'Europe. Mais c'est pas vrai. Donc, dans un certain souci d'unification, ils veulent en enlever quelques-uns. Mais c'est pas vrai, on en a moins que l'Espagne et moins que l'Allemagne.
Ah oui, mais je n'ai pas non plus dit qu'il n'allait pas en faire sauter en Allemagne et en Espagne. Il y a quand même maintenant 25 pays, il ne faut pas l'oublier. Enfin, tout ça est totalement incohérent de tout. Et alors, effectivement, Franck me communique une dépêche qui dit « La France, le 5 décembre, choisit pour se souvenir de la guerre d'Algérie. Le 5 décembre a été retenu comme la journée nationale d'hommage aux morts pour la France des combattants d'Afrique du Nord. Décision aussitôt condamnée par la Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, Maroc et Tunisie, la FNACA, qui n'est pas communiste, comme chacun sait, qui soutenait le choix du 19 mars, date du cessez-le-feu officiel de la guerre. Cette date correspondant à l'inauguration en 2002 d'un mémorial à la mémoire des soldats français et harkis tués en Algérie. » Ça, c'est amusant. Enfin, c'est amusant. C'est intéressant parce qu'ils reproduisent le coup du 14 juillet. Le 14 juillet, c'était pas du tout la célébration de la Bastille, c'était la célébration de la première fête de la Fédération. Absolument. Et là, ce 5 décembre, c'est pas une célébration d'une date de l'histoire de l'Algérie. C'est la célébration d'une date de l'histoire de la célébration de la guerre d'Algérie. C'est quand même bizarre. À ceux qui veulent se souvenir de l'Algérie, je conseillerais plutôt la nouvelle revue d'histoire qui vient de paraître, 6 € dans tous les kiosques avec un dossier remarquable. Ouais, un très bon dossier là-dessus. Remarquable parce que on y dit la vérité fréquemment, ce qui n'est pas le cas de la part du gouvernement. Voilà. Autre information qui m'a frappé, c'est que vous avez remarqué que les Français s'occupent beaucoup de faire condamner ce lieutenant argentin qui est accusé d'avoir tué 2 religieuses françaises à l'époque de Pinochet. Oui. Il demande son extradition. Et moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi on s'occupe d'un assassin argentin qu'il faudrait faire extrader d'Argentine, et pourquoi on ne parle pas en France de quelqu'un qui ne serait pas nécessaire d'extrader puisqu'il est chez nous, et qui a été en Indochine pendant quelques années au service de l'ennemi et qui a été amnistié. Je comprends pas pourquoi on amnistie les traîtres de chez nous et on s'occupe des assassins des pays étrangers. Je comprends pas bien ça. À moi, très bien, en vertu du même système que l'on s'amuse à mettre les porteurs de valises au gouvernement. Ça procède de la même idée. À l'époque, on avait expliqué que, je sais plus qui avait révélé ça, c'était que l'amnistie de Boudarel avait été obtenue à la suite d'un accord entre Rocard et le Parti communiste. Oui, c'est très possible. Il faudrait peut-être que Chirac essaye de trouver un accord avec l'Argentine pour lui filer un peu de fric. Quand Leclerc avait sorti l'histoire et avait révélé où était cet individu, il a été défendu par énormément de gens, y compris la présidente de la Ligue des droits de l'homme, qui avait fait un plaidoyer pro-Viet Minh et contre, les gens qui avaient tort dans toute cette affaire. Ça n'était pas les capots du Viet Minh comme Boudarel, c'était les gens qui étaient là, qui étaient prisonniers. Et donc 95%, sinon 97% sont morts à cause de gens comme Boudarel. Alors à ce propos, je conseille la lecture du formidable, on ne peut pas dire papier, parce que c'est presque un livre, que publie Reconquête, les mémoires de Capitaine, un détenu du camp 101 qui s'appelait Capitaine, oui, et qui raconte sa tentative d'évasion, comment il a été repris et comment il a été jugé par Boudarel, et comment Boudarel a demandé en quelque sorte à ses co-détenus de le punir, de le juger eux-mêmes. C'est absolument terrifiant la lecture de c'est paru dans le dernier numéro de Reconquête. Bonne méthode maoïste. Reconquête, c'est 70, boulevard Saint-Germain à Paris. Il y a une autre chose qui m'étonne dans cette histoire, c'est l'attitude de la gauche vis-à-vis de l'Église. Parce que normalement, la gauche, elle est laïque, elle est tellement laïque que vous avez vu certainement, même le Canard enchaîné trouve ça incongru. Pourtant, le Canard enchaîné, comme bouffeur de curé, on fait difficilement mieux. Il raconte que le sénateur du Puy-de-Dôme, Michel Charasse, a posé une question écrite au garde des Sceaux Perben. Voilà la question écrite. Au cours d'une interview sur les écrans de France Télévisions, le procureur général de Bastia a été filmé en chemisette largement ouverte sur le cou, ce qui n'a rien d'anormal compte tenu du climat et de la température à Bastia, mais avec une chaînette en or très apparente, au bout de laquelle pendait un signe religieux, la croix catholique, encore plus apparent.
Le parlementaire demande au garde des Sceaux ce qu'il compte faire pour rappeler le haut magistrat au principe laïque. Il faudrait peut-être faire aussi une loi pour interdire aux députés, quand ils ont une tête de con, de passer à la télévision, parce que ça pourrait faire croire que tous les députés sont des cons. Par exemple. Ça pourrait introduire une espèce d'erreur, de malentendu. Passer une loi comme ça, il va en rester tellement peu à faire passer à la télévision que les médias n'auront plus de boulot. Alors, c'est ça le problème. Ça va être un problème. Alors vous pensez, Charras, qui est un ancien ministre, Ah oui. Il est devant sa télé, il voit un procureur avec une croix autour du cou, et il prend sa plume, il écrit une question écrite à M. Perben, garde des Sceaux. Vous voudriez qu'on les prenne au sérieux, ces gens-là? Mais vous vous rappelez, Serge, qu'un autre ancien ministre socialiste de l'Éducation nationale, vous allez me rappeler son nom, il y a quelques mois, avait déclaré au contraire que la religion catholique faisait partie intégrante de l'identité française. Et ça avait été repris presque mot pour mot quelques semaines après par le rabbin Heisenberg. Donc manifestement les choses, l'agression mortelle, je crois, contre la religion catholique prend de telles proportions que des rabbins, des anciens ministres socialistes oui, c'est vrai. Protestent et disent que ça suffit, que maintenant c'est à l'identité française qu'on s'en prend. C'est un peu normal dans la mesure où cette agression mortelle, elle vient de l'intérieur de l'Église. Donc c'est normal que le secours vienne de l'extérieur, puisque on a bien vu que quand il s'est agi de supprimer le lundi de Pentecôte, les premiers qui ont dit « Oh mais c'est une idée formidable, faites donc, parce que ça n'a rien de catholique », c'est les évêques. Alors il faut pas se tromper. En réalité, c'est pour une raison extrêmement simple, c'est que le lundi de Pentecôte, c'est le jour qui permet aux traditionnalistes de faire les 2 pèlerinages, Chartres-Paris, Paris-Chartres, qui mettent des dizaines de milliers de tradis sur les routes de France et qui montrent que la tradition est complètement vivante en France. Ce que les évêques ne veulent absolument pas, parce que ça les rend fous. Et donc, ils veulent absolument supprimer ces pélés. Et là, ils ont trouvé une idée de génie, parce qu'effectivement, s'il n'y a plus le lundi, il y a plein de jeunes, notamment de très jeunes pèlerins qui seront obligés d'aller au lycée, au collège, à l'école. Il y a plein de jeunes pèlerins qui peuvent pas se permettre de prendre une journée de vacances ou de congé parce que les patrons leur diront non, tout simplement. Et donc, c'est la fin des pélés. Alors donc, on voit la gauche s'occuper de l'Église et prendre la défense de l'Église quand il s'agit, par exemple, de cette histoire des religieuses argentines. C'est un piège terrible. Un piège terrible. Ou encore, j'ai remarqué un truc. Chaque fois qu'il y a une association de traditionnalistes qui veut reprendre une chapelle, comme par exemple à Montpellier. Oui, à Montpellier, le Carré Royal, je crois, en plein centre. Oui. Ou à Bordeaux, il y a eu ça aussi. À chaque fois qu'une association tradie veut reprendre une église désaffectée, on voit la gauche monter au filet en disant « Mais ces gens-là sont des schismatiques !» C'est quand même fabuleux. Ça, c'est comme les rabbins qui avaient gueulé quand on avait voulu, quand l'Église avait voulu, béatifier Isabelle la catholique, et qui ont gueulé quand l'Église a béatifié Edith Stein. Oui. Faudrait savoir. Enfin, moi, personnellement, que les rabbins fassent, s'ils faisaient des saints, je me foutrais absolument qu'ils prennent telle décision ou telle décision. Ça m'intéresse pas. Je sais par exemple, je crois que c'est les confucianistes ont mis Victor Hugo sur leurs autels. J'ai pas envie d'envoyer une lettre de protestation, je m'en fous, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont dans une fausse religion, c'est leur problème. Mais les rabbins, ils veulent pas qu'on béatifie les antisémites, et ils veulent pas qu'on béatifie les juifs. Alors il faudrait savoir qui on peut béatifier. Il faut leur demander ce qui est cachère, finalement. C'est quand même tordu comme truc. Ben non, le tout est de savoir si précisément maintenant dans l'Église catholique, quand on veut faire quelque chose, il faut demander leur avis au rabbin. Là est la question. Oui, c'est ça la bonne question. Si on s'en changeait de sujet. Oui. Non, mais pourquoi? On peut en parler quand même. Enfin, on n'est pas. C'est incroyable. On n'est quand même pas encore dans un régime totalement stalinien. On a encore un petit espace de liberté. Et quand on n'est pas d'accord avec un rabbin, on peut le dire. C'est pas parce que c'est un rabbin qu'il a forcément raison en tout. Moi, je suis d'accord avec le rabbin Heisenberg. La religion catholique fait partie intégrante de l'identité française et il faut la préserver des agressions. Ah oui, je préfère qu'ils disent ça que le contraire, bien sûr. C'est évident. Ça fait plaisir quand un rabbin est d'accord avec moi. Vous savez comment ils appellent Marlise Lebranchu en Bretagne? C'est drôle comme tout. Dans sa Bretagne, ouais. D'ailleurs. Elle est élue de Lorient. C'est pas plus la sienne que la mienne. Ils l'appellent Lambada. Et vous savez pourquoi? Parce que
Elle s'est mise en tête, quand il y a une fête bretonne, de danser les danses folkloriques du coin. Et alors, et les gens du coin, quand ils la voient danser, ils disent « Gaffe, elle danse la lambada, là !» Alors maintenant, ils l'appellent lambada. Voilà. On vit une drôle d'époque, quand même. Alors, il y a les gendarmes de Lurie, on va en parler, mais il y a aussi... C'est quand même extraordinaire. Dans le Monde, là, parce que je lis le Monde, vous le savez, une fois par semaine, je lis le Monde avant de venir. C'est pas la peine de vous en vanter auprès des auditeurs de Radio Courtoisie. Ben si, parce que ça leur évite de le faire. Je leur fais faire des éconocroques. Alors, à la une du Monde, s'il vous plaît. Au QG des intermittents, ils commencent à m'emmerder sérieusement, les intermittents du spectacle. Hein. Et les intermittentes? Les intermitteux. Sérieusement, une pompe l'air. Je sais pas pourquoi je les aime pas du tout. Hein. Alors, au QG des intermittents, des intermittents, dit le Monde, chez Gérard Depardieu. Pour les intermittents, c'était la journée des inaugurations. Mardi 16 septembre dans la matinée, ils commencèrent par le siège du MEDEF, avenue Bosquet dans le 7e arrondissement. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, une mission secrète était menée à partir de la place du Châtelet, où la presse était convoquée. Direction la rue du Cherche-Midi, dans le 6e arrondissement, au 95 exactement, là où Gérard Depardieu possède un hôtel particulier qu'il n'a jamais habité. Une rangée de CRS tentait d'interdire l'accès de la maison dans laquelle une cinquantaine d'intermittents s'étaient déjà introduits. Il fallut l'intervention du réalisateur Pascal Thomas pour que la situation se débloque. Aux fenêtres et dans la rue, des intermittents ont applaudi et tout le monde s'est retrouvé dans la maison. Pascal Thomas a expliqué que Gérard Depardieu était en tournage, mais qu'il avait fait passer un message, tolérance et indifférence. Fermer les guillemets. Message reçu, vers 22h, tout le monde fêtait l'inauguration réussie, l'inauguration entre guillemets, de l'hôtel particulier. Joint au téléphone, un porte-parole des intermittents expliquait « On a besoin d'un lieu de travail. Nous sommes au théâtre de la ville depuis une semaine, mais ça suffit pas. Le théâtre de la ville, c'est bien comme point de rencontre avec le public, mais c'est insuffisant pour le travail en profondeur que nous menons. Rédaction d'un nouveau protocole d'accord sur l'assurance chômage, commission, débat, etc. » Autrement dit, ces mecs, ils sont introduits dans une propriété privée, ils s'installent, tout le monde trouve ça normal. Il n'y a pas... Sarkozy, la terreur, il bronche pas, on voit pas arriver un flic pour les virer. Enfin, on devrait les pendre par la peau du cul et les foutre dehors. C'est scandaleux. Mais, alors, en Corse, les gars viennent cadenasser la gendarmerie et les gendarmes sont planqués dans la gendarmerie tout tremblotant avec j'ai entendu à la radio, je crois que c'est sur Europe 1, le journaliste d'Europe 1 qui disait les familles des gendarmes inquiètes surveillent les manifestants par la fenêtre. Les familles ont déménagé d'ailleurs. Quoi. Et on les a fait sortir dans les camions blindés pour les ramener sur le continent. Mais dans quel pays on est? Et ce qui est fantastique, c'est que la majorité actuelle, si j'ai bonne mémoire, s'est fait élire sur un programme de sécurité, de fin à l'insécurité. Je me permets d'ajouter, Serge, puisque vous vous demandez pourquoi ces intermittents vous agacent, je vais vous en apprendre sur vous-même, ou plutôt, c'est Charles Dulin qui va vous donner la réponse. Il est cité dans un récent numéro de nos amis légitimistes par Jacques Dufilot, et il dit, sous la pancarte entrée des artistes, il passe beaucoup de monde, mais très peu d'artistes. Alors peut-être que vous ne voulez pas, comme Charles Dulin, croire que nous avons 100 000 artistes en France et que nous devons, avec nos impôts, les payer à travailler à quart de temps, payer plein temps. Oui, mais pour l'affaire Corse, si on a le temps d'en parler, d'en parler maintenant, on peut en parler. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Tous les gouvernements ont laissé faire. Et il y a derrière tout ça du franc-mac à foison. C'est sûr et certain. Il y a eu, il y a 2 ans, à Paris, une réunion sur la Corse qui était organisée par un cercle franc-maçon. Je suis arrivé, c'était à côté dans le centre de Paris, dans une grande salle, et je suis arrivé avant que le service d'ordre, tout ça soit en place, parce que je savais qu'il ne me laisserait pas rentrer. Et je suis rentré, il n'y avait personne, je me suis installé. Tu avais le mot de semestre? Et quelques minutes après, ça a commencé à arriver, et ensuite c'était plein. C'était plein d'avocats, de gens des métiers de justice, du grand bourgeois corse, ces dames en grande tenue, les gars aussi très, très correctement habillés. Et la salle était pleine, il y avait 400 ou 500 personnes. Et les gars qui étaient à la tribune étaient tous des francs-macs. Bon, à un moment, j'ai demandé la parole, et un des gars qui était à la tribune m'a fait signe que oui, j'aurais la parole. Mais quand il m'a donné la parole, le gars qui était à côté de lui et qui m'avait reconnu
lui a dit de ne pas me donner la parole, mais c'était trop tard. Et moi, je me suis avancé de 4 ou 5 mètres, je suis sorti des rangs, et là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et je leur ai dit que c'était eux qui créaient le problème corse. Et j'ai parlé pendant 20 minutes. Je n'ai pas eu dans la salle, sur 500 personnes minimum, un seul clin d'œil amical, une seule phrase amicale. Ils étaient tétanisés d'entendre ce que je disais, et je disais la réalité du fait corse. Il y avait à la tribune également le prince Napoléon qui a laissé pisser le mérinos, qui n'est pas intervenu dans le sens français. Tout ce beau monde était anti-français. La salle était archi pleine. Quand je suis retourné m'asseoir 3 mètres derrière, j'avais 10 places pour moi tout seul. Je me suis assis, il y avait un cordon sanitaire qui s'était créé autour de moi. C'est quand même la preuve de ce qu'on peut représenter pour ces gens-là. On dirait un congrès du Parti communiste. Et alors aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe, bon, il y a eu des choses absolument démentes avec M. Pasqua. Il y a eu des choses absolument démentes avec les socialistes qui avaient traité avec les indépendantistes, qui les ont financés. Il y a des valises de fric qui sont arrivées en Corse. Bon, lorsqu'ils ont commencé à s'entretuer entre eux, c'est parce qu'il y avait du fric à partager. C'est là qu'ils ont commencé à s'entretuer entre eux. Mais aujourd'hui, ces messieurs qui sont au pouvoir, je crois que M. Debré est ministre de quelque chose, il n'est pas... le président de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, M. Debré. Eh bien, c'est lorsque cet individu était ministre de l'Intérieur qu'il y a eu la réunion de Tralonca. Mais ça fait peut-être nous 20 fois, 30 fois qu'on le dit, qu'on l'écrit. Les Français s'en foutent. Il faut dire que c'est la réunion de Tralonca. M. Debré était ministre de l'Intérieur. Il traite avec les indépendantistes, les autorisant à montrer leurs forces. Leurs armes. Et à Tralonca, 400, 500 ou 600 types, parce qu'ils avaient mobilisé aussi des étudiants de Corté, 300, 400, 500, 600 d'après certains journalistes types arrivent avec l'armement d'une division aéroportée, et sur la route, sur ordre de M. Debré, ministre de l'Intérieur, les gendarmes font la circulation, parce qu'il est bien certain que quand tu es encagoulé, tu vois pas très bien la route et tu peux rentrer dans le cul du gars qui est devant toi. Et ce sont ces gens-là aujourd'hui qui viennent nous parler de quoi ? Alors moi, j'ai fait un communiqué au nom du Cercle national des combattants qui dit ceci. Les membres et les dirigeants du Cercle national des combattants, vétérans de toutes les dernières guerres au service exclusif de la France, sont indignés des graves événements qui se passent en Corse, département français. Ils tiennent à apporter leur soutien total aux forces de la gendarmerie, unité d'élite dont la raison première est de veiller à sauvegarder l'intégralité du territoire national. Ils condamnent les déclarations de soi-disant nationalistes corses et demandent que soient sanctionnés avec la plus extrême rigueur les individus qui ont cru bon de menacer les enfants des gendarmes en poste à Lurie. Il demande aux dirigeants politiques en charge de la République française de faire cesser cette triste mascarade et de tout faire pour rétablir dans l'île l'ordre et la loi et de cesser de jouer un jeu politique trouble avec les séparatistes mafieux et les soi-disant représentants du peuple corse. Il faut enfin rapidement poser aux Corses la question suivante qui ne demande qu'une seule réponse. Voulez-vous rester français, oui ou non ? Les anciens soldats du Cercle national des combattants sont sûrs, eux, que la réponse des Corses qui furent leurs frères d'armes sera oui. Mais je pense que si on posait la question aux métropolitains aujourd'hui, voulez-vous qu'on largue la Corse ou qu'on la garde, les métropolitains voteraient pour larguer la Corse, tellement ces gens nous fatiguent. Enfin, je voyais encore l'autre soir un type qui était là, qui parlait du colonialisme français, les forces de répression, mais enfin, c'est se foutre de qui ? Les 3/4 de ces gars, et je suis corse, les 3/4 de ces gars ont des pensions, ont été fonctionnaires, ont servi la République, ont servi la France. Et en plus, quand ils viennent parler de colonialisme, mais sans les Corses, la France n'aurait jamais eu l'empire colonial qu'elle a eu.
Parce qu'il n'y avait pas que des macro-corses, on parle des macro-corses, mais il y a eu de grands administrateurs, il y a eu de grands généraux, il y a eu de grands soldats, il y a eu de grands bâtisseurs. Et même un empereur, non? Oui, il y a même un empereur, mais c'est pour ça que je dis l'empire colonial, parce que des fois je dis l'empire, on dit oui, mais Napoléon. Non, il y a eu Napoléon, mais il y a eu l'empire colonial. Et les corses ont participé à bâtir cet empire colonial, dont moi je n'ai pas du tout honte. Moi je suis fier de l'empire colonial que la France avait. Et je pense que depuis qu'on est parti, on voit le résultat. Mais je pense réellement que derrière tout ça, il y a les francs-macs. Ce sont les francs-macs. Parce que pourquoi ? Par exemple, ce référendum-là, c'était pour décentraliser. C'était pour décentraliser. C'est-à-dire que créer un seul département avec 2 départements, c'est décentraliser. Ça s'appelle décentraliser. Et tout est comme ça. Tout est absolument comme ça. Moi, je crois qu'il y a une autre explication à la situation en Corse. Je suis pas corse, mais je connais un peu le pays parce que j'y suis allé beaucoup. Et j'ai fréquenté le milieu de la tradition corse. J'étais, par exemple, très ami avec ce qu'on appelait le Jo de Balagne, le seigneur de Balagne. Et je crois qu'il y a une formidable tromperie. C'est-à-dire que, en réalité, il y a un noyau de traditionnalistes durs en Corse, qui sont des gens qui veulent garder un genre de vie très très attaché à la tradition, etc. Et donc ces gens-là créent une espèce de glacis de résistance à la décadence générale. C'est l'honneur de la Corse. Et ils continuent d'appliquer les traditions du peuple corse, qui, c'est vrai, sont des traditions d'honneur, de fidélité à la parole donnée, d'hospitalité, de générosité. Et puis, il y a des voyous, il y a des gangs mafieux qui se cachent derrière ces gens-là, qui se mettent à l'abri de cette force traditionnelle pour monter leur coup pourri de mafieux, avec l'aide d'organisations politiques qui n'ont pour objectif que de semer la zone partout. Si tu permets, je tiens quand même à dire aux gens qui nous écoutent, qui ne me connaîtraient pas beaucoup, qui pourraient dire, Hollande, il ramène sa gueule à Radio Courtoisie à Paris, c'est bien gentil, mais lorsque j'étais en Corse pour la dernière fois, puisque à ce moment-là, j'étais responsable des 2 départements corse pour le Front National, je suis passé à la télé à Ajaccio, et à la télé à Ajaccio, à la grande émission de 13h, j'ai dit que je n'avais aucun respect pour les indépendantistes corses, dans la mesure où ils disaient qu'ils ne voulaient pas de la France, qu'ils crachaient sur la France, mais qu'ils ne disaient pas on ne veut ni de la France, ni de son pognon. Alors tant qu'ils acceptent le pognon, pour moi ce sont des crétins, ce sont des abrutis, ce sont des voyous, ce sont des mafieux. Je l'ai dit à la télévision, à Ajaccio, et là au même titre qu'à la réunion des Francs-Macs qui avait de la place, quand je suis sorti, il n'y avait personne dans les couloirs, parce que personne ne voulait avoir à me dire au revoir ou à me serrer la main, encore plus. Ça prouve quand même le degré de pourriture qui est tombé sur notre malheureux pays. Serge, c'est le moment peut-être que je prenne la balle au bon, puisque nous publions un éditorial du même tonneau, du même style, dans le Libre Journal numéro 301 qui vient de paraître. Bon, alors bien sûr, je vais pas le lire, mais j'en recommande la lecture. Et puis, je vais énumérer rapidement le sommaire de ce Libre Journal imprimé, numéro 301, sur 24 pages, comme d'habitude. Nous avons un article de fond sur 3 pages serrées de monsieur Ernst Zundel, qui est en cabane au Canada. Oui. Ceux qui ne lisent ni le Libre Journal, ni Rivarol, qui lui consacre un article vendredi dernier, je leur conseille de découvrir à la fois le sort de ce monsieur Zundel et son remarquable article d'analyse internationale. Il faut quand même dire en 2 mots qu'il est en prison dans des conditions qui sont des conditions inhumaines, puisque on lui a refusé une table et une chaise dans sa cellule. Et l'article en question est écrit sur du papier à cigarette. Il a écrit cet article au crayon, avec un bout de crayon, sur des toutes petites feuilles de papier, avec une écriture très très fine, et il a écrit cet article à genoux, avec le papier posé sur l'abattant de la cuvette DVC. Et c'est un papier qui fait 15 000 signes. Et ça se passe au Canada, donc vous pensez que c'est une analyse de la situation politique aux États-Unis. Ça s'appelle États-Unis-Israël.
États-Unis-Israël, le monstre à deux têtes. Et c'est tout à fait remarquable. Et alors, curieusement, ça c'est des coïncidences, il y a un papier la chronique de François Brignot porte en fait sur le même genre de sujet, et c'est intéressant d'avoir les deux éclairages. Mais puisqu'on parle, excuse-moi Roger, je finis, j'en ai pour une minute, et puis on peut... je reviendrai sur la Corse voilà. deux minutes après. Bon. Donc, Serge vient de le dire, nous avons toujours, dans chaque numéro, la signature, on peut le dire, historique, pour ce qui est de la presse patriotique de François Brignot. Il tient son journal. Il est en pleine forme en ce moment. Je l'ai aperçu à la sortie des obsèques de notre ami Camus. J'étais ravi. D'ailleurs, on lui a piqué son numéro de l'Équipe pour la revue de presse du Libre Journal, et malheureusement il y avait rien dedans, donc on lui a piqué pour rien. Oui, on a volé l'Équipe de François Brignot. Alors nous avons une revue de presse, je viens de le dire. Nous avons un article sur les islamistes et la façon dont ils sont en train de s'introduire à la SMEREP mutuelle étudiante, et la façon dont la charia est d'ores et déjà appliquée en France. Alors ceux qui ne sont pas au courant des accords de reconnaissance mutuelle de certaines lois, de certaines règles entre les pays maghrébins et la France, vont lire dans le Libre Journal tous les détails sur la façon dont certains éléments de la charia, de la loi islamique, sont d'ores et déjà appliqués en France. C'est quelque chose. Il est sûr et certain que votre journal est très 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 bien fait, et c'est un magnifique journal. Vous le dites au bon moment, cher Roger Hollande, puisque j'en arrive à l'entretien avec Bernard Anthony. Je cite seulement le titre. Les propos prêtés à Jean-Marie Le Pen par le Libération sont une provocation imbécile. Il s'agit bien entendu de l'article scandaleux du 11 septembre où Libération, le 11 septembre, prête à Le Pen des attaques grossières contre ses propres amis, contre son bras droit, son bras gauche et ses deux jambes. D'ailleurs, Le Pen a publié ce matin un démenti. Et il a envoyé un droit de réponse. Un droit de réponse. Voilà, et donc Bernard Anthony a pris les devants dans le Libre Journal. Il nous donne un entretien où il fait litière, il pulvérise ses imputations. Nous avons un article sur comment devenir millionnaire avec l'antiracisme. Bon, c'est pas un sujet tout à fait nouveau. On sait combien d'antiracistes ont touché des salaires fictifs, mais là, il ne s'agit pas de salaires fictifs, mais de millions et de millions. Il s'agit simplement de savoir qui on accuse de racisme. Il faut être un peu rusé. Donc, on peut dire que c'est pratiquement une recette qu'on donne pour devenir millionnaire grâce à l'antiracisme. Voilà. Et puis les rubriques que nos lecteurs connaissent, la double page de critique littéraire, dont bien sûr Thierry Marignac, avec qui nous allons parler en direct à la librairie Le Divan tout à l'heure, la page cinéma, le feuilleton sur Sainte-Thérèse de Lisieux, et puis les petites annonces en dernière page. Alors, pour se procurer ce numéro bien dense, on envoie un carnet de timbres. Si on veut s'abonner, c'est seulement 110 € pour 3 numéros par mois, sur 24 pages. Et on envoie ça donc à SDB, 4 place France List, 75 010, Paris. Il est bien entendu que je t'autorise à en amener et à aller vendre à la fête le 28. Tu auras un stand de vente. Il n'y a pas de problème. Merci, mais Roger. avant qu'on passe à autre chose, tout ça est très intéressant, et je tiens encore à dire une fois, j'apprécie beaucoup votre journal. Je le lis de bout en bout. Il est très 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 bien fait. Pour en revenir à la Corse, pour que nos amis qui nous écoutent soient quand même bien au courant de la situation et qu'ils comprennent notre amertume qui est aussi la leur, parce que cette île, dite l'île de beauté, il faut quand même pas oublier qu'au moment des affaires d'Algérie, au moment où sur le continent, les rappelés se foutaient devant les trains, se roulaient par terre, ne voulaient pas partir sans tel international, les rappelés corses pour l'Algérie ont embarqué à Ajaccio de toute la Corse sur un bateau et sont partis en chantant la Marseillaise. Ouais. Ça prouve quand même la pourriture qui s'est installée dans cette île. Et cette pourriture s'est installée avec les profs et les instituteurs socialistes qui ont été foutus à la porte après, mais qui leur disaient « Regardez les monuments aux morts, regardez vos monuments aux morts ». Alors que c'est vrai que les monuments aux morts, en Corse, dans les villages, il y avait des alignés de noms, mais pas plus ni moins que dans le dernier village, quand on navigue un peu en France métropolitaine, on voit quand même ces alignés sur les monuments aux morts de tout petits villages.
La Corse était un département patriote. Les Corses étaient fiers d'être français. Et je retiens ce que tu as dit tout à l'heure au sujet de cette petite frange de Corse qui veulent maintenir les traditions corses. Mais des Corses m'ont dit, des indépendantistes, puisque j'ai des cousins qui sont indépendantistes, ils m'ont dit, on a respecté la France et on a servi la France tant qu'elle était debout, tant qu'elle était la France. Mais aujourd'hui, puisque tout part à volo, eh bien, au moins qu'on essaye, nous, d'avoir une Corse qui tienne debout. C'est ça qui se passe. Il y a il y a une part importante des indépendantistes qui sont pas les mafieux, mais qui sont des gens qui disent, il faut absolument se séparer de ce pays qui est en train de pourrir. Et eux, ils sont victimes de cette situation. Je ne peux pas admettre ça, mais c'est un raisonnement qui est très répandu. Mais il y a aussi quand même des choses absolument ahurissantes. La dernière fois que j'étais à Ajaccio, pour ma mère, c'était l'anniversaire de ma mère. Je vais dans un grand magasin, place du Diamant, en plein Ajaccio. Et là, en bas d'un immeuble, il y a un commerce de luxe où ils vendent des foulards Hermès et tout. Tout ça, c'est pas donné. Je rentre. Je ne discute pas le prix, je prends un beau foulard Hermès pour offrir à ma mère. Et la bonne femme qui tient le magasin, qui est bourrée de fric, un bon chic, bon genre, commence à me faire un discours anti-français. C'est pas le petit voyou de la rue, c'est pas le petit imbécile de la rue, c'est cette commerçante qui a pignon sur rue. C'était les mêmes que j'avais vus à la réunion des Francs-Mac. C'était les mêmes. Il y a aussi une pourriture morale et mentale. Oui, il y a aussi la pétoche. Oui, il y a la lâcheté des gens. Ils sentent que le vent est porteur de ça, alors il y a ceux que ça amuse, il y a ceux que ça excite, il y a ceux qui disent n'importe quoi. Il y a ceux qui parlent comme tout le monde. La seule solution, c'est de faire un référendum, oui ou non. Mais les Francs-Mac en veulent pas parce qu'ils veulent pas non plus de référendum. Ils veulent pas de référendum ici, ils en veulent pas là-bas, mais au moins ça trancherait le problème. Maintenant, que ça nous coûte moins cher, je n'en sais rien, parce que si on larguait la Corse, comme si on larguait la Martinique, ou si on larguait des territoires d'outre-mer, ou des départements d'outre-mer, on se démerderait tellement bien qu'on continuerait à payer de la même façon. Alors, oui, c'est évident. Roger, là, on parle de... Oui, vous voulez dire quelque chose, Victoria ? C'est-à-dire que les messages qui sont arrivés depuis le début... D'accord, alors allons-y. Ça fait revenir un peu en arrière. Mais enfin, bon, pour ce qui est du chauffard qui a tué une dame de 32 ans dans le 9e, c'était 5 jeunes qui étaient des voyous, bien connus des services de police, et le conducteur n'avait pas le permis de conduire. Mais bien sûr, vous vous doutez de l'origine de ces jeunes. Je sais pas. Moi, je me doute de rien parce que ça s'est passé pratiquement devant chez moi, l'accident. Oui. Ce qui ne fait pas de moi un témoin puisque je l'ai pas vu. Mais je me suis rendu sur place avec ma femme hier. On s'est rendu sur place. On a vu, il y a une espèce de petit, comme on fait maintenant, une espèce de petit hôtel laïque improvisé avec des bougies, des bouquets de fleurs. Et il y a une explication de l'accident. Et le prénom du chauffard, c'est Julien. C'est quand même pas typiquement un prénom jeune. Il pouvait être le Julien, le conducteur, et je sais pas. Non, mais c'est possible. Ce que je sais, c'est que le quartier est sillonné en permanence par des voitures de luxe, des Audi, des BMW, qui circulent toutes fenêtres ouvertes, avec à fond, mais y compris à 3 heures du matin, les baffles qui diffusent la musique techno, la musique de taré, et que c'est conduit, alors là, par des jeunes et par de jeunes, et c'est absolument impossible que ces gamins-là aient les moyens de se payer des bagnoles qui valent 60 briques. C'est impossible. Bon, donc c'est ou de l'argent du racket ou de l'argent de la drogue. Il suffirait de les arrêter et de leur dire comment vous avez acheté cette voiture pour casser des réseaux de trafiquants de drogue. Ce que la police ne fait jamais. J'ai vu dans Paris Match, pendant les vacances, un truc qui est absolument révoltant. Moi, j'étais scandalisé, je m'attendais à ce que ça provoque un incident politique, rien du tout. On a vu des photographies des prostituées de l'Est contrôlées par les flics sur les boulevards périphériques. Les flics leur demandent des papiers. Les filles disent on n'a pas nos papiers. Les papiers, c'est le macro, enfin le porte-flingue du macro qui est dans la voiture là qui les a. Le porte-flingue du macro, tout ça est photographié, sort de la voiture, arrive avec un sac en plastique dans lequel il a les passeports et les permis de séjour des prostituées,
Et il sort les trucs qu'il a confisqués pour garder les filles sous contrôle, et il sort les papiers, il les montre aux flics. Et les flics vérifient les papiers, et puis ils rendent les papiers au macro, qui les remet dans son sac en plastique, et qui remonte dans sa voiture pour faire de la surveillance. Et après, ils vont contrôler la qualité de la drogue dans les rêves parties. Après, dans la même époque, ils vont contrôler, Sarkozy ordonne que la qualité de la drogue soit contrôlée dans la rêve party qui a été organisée sur le chantier de l'autoroute du Larzac. Et Chirac, quand il prend la parole hier avec sa méthode couette, il nous dit que l'insécurité a reculé. Mais forcément, c'est à partir du moment où on sévit plus contre les voyous, l'insécurité recule, puisqu'il y a deux moyens de faire reculer l'insécurité, de supprimer le crime, c'est d'arrêter les criminels ou de supprimer la criminalité, de supprimer le crime. C'est-à-dire qu'on dit, c'est plus un crime, t'as tué ta grand-mère, t'as eu raison, elle était trop vieille. Donc il y a déjà plus d'assassinat de grand-mère. C'est possible parce qu'il raconte n'importe quoi. Surtout, ça c'est très très grave cette histoire de Macron là qui ont les papiers des filles. Bon, il devrait les arrêter immédiatement. Il devrait arrêter. Quant aux filles, il y a qu'à les rafler, les mettre dans des avions et aller les poser en Roumanie ou autre. Les autres, s'ils les font revenir, ça leur coûtera quand même du pognon. Mais tout est raconté n'importe comment. Hier soir, on était en train de dîner avec ma femme, on mangeait dans la cuisine, donc on a une petite télé dans la cuisine. Il y avait un problème, je ne sais plus dans quelle ville, on entendait des jeunes gosses, enfin des jeunes gens avec des motos pétaradantes et tout ça. Mais moi un jour j'étais sur l'autoroute avec ma femme, mon pot d'échappement est tombé. C'était un accident, mon pot d'échappement est tombé. Eh bien, j'ai été arrêté par les flics, avec juste raison, parce que je faisais du bruit. Mais j'avais pas trafiqué mon pot d'échappement pour qu'ils fassent du bruit. Alors que leurs petites pétrolettes, c'est parce qu'ils trafiquent les pots d'échappement qu'elles font ce bruit. Ben, il y a qu'à saisir les pétrolettes. Et puis le gars, il viendra la chercher en l'emmenant au garage et en faisant remettre le pot d'échappement tel qu'il était. Voilà, ils vont toujours chercher midi à 14h parce qu'on ne peut pas sévir. Il est interdit dans ce pays de sévir. Voilà. Un auditeur m'a envoyé le journal de Montargis. Alors, je vais vous lire un petit extrait d'article, vous allez voir. C'est où ça, dans la Loire, non? Ouais. Je crois que c'est Montargis, c'est de Loiret. Loin. Ouais. Enfin, c'est tout près. Côté d'Orléans, quoi. C'est pas loin, donc. C'est par là, c'est le secteur, là. Ouais. Alors voilà. Vendredi, durant sa visite montargoise, Dominique Versini, secrétaire d'État chargé de la lutte contre l'exclusion, a souligné l'urgence de gérer un phénomène récent, l'arrivée de demandeurs d'asile, notamment dans le Montargois, comme l'attestent les antennes locales des Restos du Cœur, des secours populaires, secours catholiques, entre autres. Curieusement, on n'entend pas parler du Croissant Rouge, ni rien, mais enfin bref. C'est un phénomène que l'on ne connaissait pas, dit la ministre. Les flux sont arrivés de manière massive, pourtant ce sont des personnes qui, pour la plupart, n'auront pas le statut de réfugiés. Mais il va y avoir la réforme du droit, patin coup fin, tout ça, donc ça ira mieux, bon, etc., etc., etc. Vous allez voir, on va tout arranger en deux coups les gros. À Montargis va être créé un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Dans le Loiret, le dispositif offrira 1600 places, dont près de 400 à Montargis. Confirme M. Parer, bras droit du préfet chargé des affaires sanitaires et sociales. Alors là, écoutez bien, depuis l'an 2000, le nombre des demandeurs d'asile dans le Loiret, c'est pas Marseille, c'est pas Lille, c'est pas Bordeaux, c'est pas Le Havre. Dans le Loiret, le nombre des demandeurs d'asile est passé de 200 à 1200 par an. Je peux pas être. Il faut ajouter les clandestins. Financé par l'État, le CADA de Montargis sera mis en place d'ici la fin de l'année. Le centre d'accueil des... je sais pas quoi. Son emplacement précis n'a pas encore été communiqué. Ça veut dire que il se passe des choses d'une gravité extraordinaire. Mais je ne sais pas si on mesure. On ne cesse de le dire. Et c'est dans l'indifférence générale, mais les gens commencent à en avoir par-dessus la tête. Je sais pas, Roger. Je me demande si les gens en ont par-dessus la tête. Oui, mais parce que ils sont tellement bassinés du matin au soir. Chaque fois que tu dis quelque chose, tu es raciste, tu es xénophobe. Tu ne peux rien dire. Tu comprends? Il faut quand même qu'on ait un certain courage pour continuer à l'ouvrir. C'est de l'inconscience, pas du courage. Victoria. Les jeunes Corses étant formés à Corté, université faite par Jox,
pour que les jeunes Corses n'aillent plus sur le continent et qu'ils puissent être manipulés par les professeurs gauchistes. Oui, c'est sûr, c'est exactement ça. Trouvez-vous normal que le seul service chargé de protéger nos frontières, la PAF, n'ait pas été doté de super flic Sarkozy? Je comprends pas. À propos de la Corse, y a-t-il du racket dans les écoles de Corse? Non, curieusement, je ne pense pas qu'il y ait... Les deux départements corses qui sont les deux parmi les départements les plus chargés en jeunes, l'insécurité est à peu près nulle. Oui, il y a eu du racket à une époque, mais pas dans les écoles. C'était pour les commerçants et tout ça. Je ne sais pas si ce racket existe encore aujourd'hui, mais enfin, les 3/4 des pieds noirs qui sont partis, qui étaient des cultivateurs, sont partis parce qu'ils étaient rackettés. Le problème corse, nous dit cette auditrice, a été fomenté par le KGB et maintenant l'internationale socialiste. C'est le même problème que la déstabilisation du monde. J'ai des voisins qui avaient une maison en Corse, elle a été plastiquée car ils n'ont pas voulu cracher au bassinet. Alors je ne sais pas si c'est Rocasser ou Giacobi qui a dit récemment, il y a eu une phrase que je trouve parfaite, il a dit mais comment osez-vous de parler tout le temps d'hospitalité et en même temps de plastiquer les maisons des continentaux qui viennent chez nous. Ouais. Je trouve que c'est frappé au coin du bon sens, mais je ne sais pas lequel des deux a dit ça. C'est Giacobi, je crois. C'est Giacobi. Roger Hollande est bien gentil de nous traiter, nous, Français, de minables, parce qu'on ne ferait rien pour la Corse. Mais que doit-on faire d'après lui? Mais que doit faire, d'après lui, un Français moyen en dehors de voter Front National? Non, mais il faudrait quand même... que nos amis comprennent, on fait de la politique, on peut pas toujours s'expliquer sur tous les mots que nous disons. Je n'ai jamais dit que les Français étaient minables parce qu'ils ne faisaient rien pour la Corse. J'ai dit exactement le contraire. J'ai dit que les 3/4 des Corses étaient d'anciens fonctionnaires ou d'anciens militaires et vivaient de l'argent de la France. Et j'ai dit à Ajaccio, à la télévision d'Ajaccio, où j'étais seul et je suis sorti de la télévision dans la rue seul, que je n'avais que du mépris pour les indépendantistes dès l'instant où ils ne voulaient pas de la France, mais qu'ils acceptaient son pognon. On peut quand même pas se faire harakiri sur la place du diamant à Ajaccio pour montrer qu'on est plus français. Je ne me prends pas pour plus français que notre ami qui a dit cela. Mais enfin, il faut pas non plus toujours nous chercher des poux dans la tête. On se bat avec beaucoup de difficultés et on l'ouvre là où tout le monde la ferme. Il ne faut pas confondre nationalisme et indépendantisme. Ne prenons pas le vocabulaire de l'adversaire anti-français. Alors on change de sujet. Les intermittents du spectacle donnent eux-mêmes la solution à leurs problèmes. Les artistes ayant de gros revenus pourraient être ponctionnés pour être redistribués, pour que l'argent soit redistribué, au lieu de faire payer le contribuable. Enfin, je vois pas au nom de quoi. Enfin, c'est quand même extraordinaire cette idée de prendre l'argent à ceux qui travaillent pour le donner à ceux qui foutent rien. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait bien travailler. Un artiste qui gagne de l'argent parce qu'il est meilleur, il travaille plus, c'est tout. Bon, c'est normal qu'il gagne de l'argent. Moi, quand je sais pas, on me dit, vous vous rendez compte, c'est scandaleux. Johnny Hallyday, pour un gala, il prend 800 000 francs, 1 million, 2 millions, je sais pas combien il prend, je m'en fous d'ailleurs, j'y vais jamais. Mais c'est pas lui qui prend. Lui, il dit, je veux ça, on lui donne. C'est pas par charité qu'on lui donne. Et puis ça veut dire que les gens qui lui donnent ça, ça veut dire que les gens qui lui donnent ça, ils en gagnent aussi. Bah exactement. Donc je vois pas pourquoi à la sortie, il y aurait le chanteur minable qui a jamais rien foutu de sa vie qui dirait c'est ça les intermittents, c'est des gens qui du jour au lendemain décident qu'ils sont artistes. Voilà. Moi demain je suis artiste. Bon, ils sont 100 000. Voilà, 100 000. Moi je peux dire à partir de demain, je deviens jongleur. Ben, je ne trouve de travail nulle part, vous comprenez? J'ai fait le tour des cirques, on m'a proposé d'épouser la princesse de Monaco, j'ai refusé, mais je suis jongleur. Alors monsieur, montrez-moi. Alors, je jongle avec une boule. Ah, c'est bien, mais il y a des jongleurs qui jonglent avec 12 boules. Ah non, j'en suis pas encore là, moi c'est une boule. Ah non, monsieur, on n'a pas besoin de vous. Ah, vous êtes dégueulasse, vous voulez pas me donner de travail, alors je vais aux intermittents du spectacle. Vous voyez, moi je suis jongleur à une boule, je trouve pas de travail, il faut me payer. Ouais. C'est comme le gars qui va s'inscrire au chômage, hein. Il dit, qu'est-ce que vous faites? Je suis chasseur de grands fauves. Ah bon? Et alors, il se trouve plus rien à tuer, ah bon? Alors le gars, il marque, bon, chômeur, chasseur de grands fauves. Oui. Territoire de chasse, Seine-Saint-Denis. Quoique en Seine-Saint-Denis, il doit pouvoir trouver son bonheur. Pour dire à quel point ils exagèrent, je viens d'entendre à la radio
Jérôme Savary, Ariane Nouchkine et Patrice Chéreau, dont nos auditeurs et vous-même savent qu'ils sont très à gauche. Et ils disaient l'un après l'autre aux intermittents, ou du moins à cette fraction d'intermittents qui sabote les spectacles et qui se fait remarquer de façon détestable, qu'ils devraient se calmer et que même après la réforme contre laquelle ils protestent avec une telle violence, le système resterait le plus favorable au monde. Et qu'ils devraient bien se calmer. On sait par exemple qu'aux États-Unis, qui sont vraiment, et c'est même leur deuxième produit d'exportation, le spectacle aux États-Unis. Donc peut-être qu'ils s'y connaissent. Quand un artiste n'a pas de travail, il va travailler comme serveur pour se payer des leçons, pour s'améliorer, pour jongler avec deux boules comme Serge Bientôt. Ouais, enfin, j'en doute quand même. Je sais pas si j'arriverai à deux boules. Je vais essayer, mais enfin, ça représente moins 3-4 ans d'entraînement. Alors, un auditeur nous envoie une coupure de presse. Chirac défend la laïcité de l'Union. Europe, le président français Jacques Chirac a affirmé hier que la France était un État laïque et qu'elle ne pouvait donc accepter de référence aux origines chrétiennes dans la future Constitution européenne. Mais d'un autre côté, au cours d'une conférence de presse tenue avec le chef du gouvernement espagnol, José María, je sais pas, il s'est coupé, au sud de Madrid, Jacques Chirac... Hazard, oui. Pas de Heredia. Jacques Chirac a jugé que les origines chrétiennes de la civilisation européenne étaient indiscutables, même si ce ne sont pas les seules. C'est étonnant. Comme ça, il ramasse tout le monde. Eh ben voilà. On n'en revient pas. J'en demeure étonné. Il est jaloux d'Eisenberg. Monsieur Olindre, avez-vous vu le message inquiétant de Gérard Collomb, maire de Lyon, dans le Figaro d'aujourd'hui? Immigration, le cri d'alarme de Gérard Collomb. Si on ne fait rien, on aura dans les 10 prochaines années des explosions ethniques très graves. On n'attend pas les 10. Il a des problèmes à Lyon. J'ai l'explication. Ça, c'est un message qu'il avait envoyé il y a 15 ans. Oui. Ils viennent de le retrouver, ils le publient maintenant. Non, c'est qu'il y a des gros problèmes avec les immigrés à Lyon. Ah bon? Oui. À Lyon? À Lyon particulièrement. Incroyable. Ah, c'est à Lyon qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes à Lyon. Il y en a partout. Dès l'instant où il n'y a plus de nation française, dès l'instant où il n'y a plus de patrie, dès l'instant où les gosses Dupont, Dubois, Durand, on leur apprend plus qu'ils sont français, que leur pays s'appelle la France et qu'ils doivent aimer ce pays. Pourquoi le gars venu d'ailleurs, il serait plus patriote que le petit Dubois, le petit Dupont, le petit Durand, si ses parents se foutent de la France et que l'État se fout de la France. Ça n'a apparemment rien à voir, c'est important tout à voir. Je lisais tout à l'heure un article dans lequel il était indiqué qu'un juge interroge un prévenu, c'est le jeune homme qui était accusé d'avoir voulu faire sauter une mosquée à Paris, et il lui dit, et le jeune homme dit, monsieur le juge, maintenant j'ai décidé d'avoir une vie normale et saine. Et le juge lui dit, qu'est-ce que ça veut dire une vie normale et saine? Donc, de dire qu'on veut mener une vie saine, ça devient suspect maintenant. Vous êtes sûr, Serge, que c'était pas un petit piège du juge, histoire de lui demander comment ce garçon allait développer ces idées qui paraissent très simples? Non, moi je vois très bien le mécanisme. Sain, un esprit sain dans un corps sain. Donc c'est des nazis, les mecs. Ils veulent être sains. C'est un nazi. C'était un juge du syndicat de la magistrature qui est en train de lutter de bec et ongles contre le fichier des délinquants sexuels. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y a 2 gosses, le frère et la sœur, 12 et 13 ans, qui sont arrêtés par les flics à 3 heures du matin dans les anciennes halles. Ils traînent là dans la rue. Bon, et le commissaire de police les emmène au commissariat et appelle les parents et venir chercher leurs enfants immédiatement et leur fait la morale. Eh bien, le lendemain matin, tous les commentateurs de télé et dans les journaux, la morale entre guillemets du commissaire, parce qu'il avait dit aux parents, vos enfants de 12 et 13 ans n'ont rien à faire la nuit tout seuls dans Paris, dans des quartiers louches. Voilà, c'était la morale du commissaire. J'espère qu'il a été cassé, ce commissaire. J'espère. J'ai encore des choses sur la Corse. Comment les Corses peuvent-ils se ranger derrière Talamoni, descendants de parents espagnols et italiens? Oh mon Dieu. Ah oui, ça, les gens qui descendent d'étrangers, alors moi, personnellement, je ne supporte pas. Goffman, qu'est-ce que t'en penses? Non, pareil. Pensez-vous que les adolescents et les jeunes adultes français vivant en Corse sont toujours bien
Toujours bien français qu'à l'époque, toujours aussi français qu'à l'époque. Roger a répondu tout à l'heure à cette question. Vous semblez oublier Tino Rossi qui a enchanté nos parents. Tino Rossi qui a enchanté. Non, mais Tino Rossi était mal vu des indépendantistes parce que jusqu'à sa mort, il a été français et il n'a été rien d'autre que français et il prenait position constamment contre les indépendantistes. Je tire mon chapeau aux patrons d'émissions qui font preuve d'héroïsme sur Radio Courtoisie, car depuis 15 ans que cette radio existe, un peu plus je crois, et diffuse, rien ne change dans le paysage politique français. Ah si, ça change, ça empire tous les ans. Ça s'aggrave, nettement. Monsieur Charras devrait interdire les piercings, les tatouages et tout signe ostentatoire de révolte, puisqu'il interdit les croix. On n'est pas prêt d'arrêter de dire n'importe quoi sur la guerre d'Algérie. Demain, sur la 5, passe un film intitulé « Avoir 20 ans dans les Aurès », dont les principaux acteurs sont Alexandre Arcadi et Philippe Léotard. L'histoire c'est qu'au contact d'un lieutenant français, de jeunes appelés d'origine bretonne, hostiles à la guerre, deviennent des tueurs, des violeurs et des pillards, sauf un qui refuse de se servir de son arme et se sent plus proche des Algériens que des Français. Mais c'est pas nouveau, c'est un vieux film, mais il le ressort. Il faut quand même dire à notre ami qui rappelle un peu le titre de la revue. Donc la nouvelle revue d'histoire qui vient de paraître. La nouvelle revue d'histoire que j'ai achetée. C'est très bien fait et il y a beaucoup d'explications qui sont les explications réelles de la guerre d'Algérie. Quant à ce qui est raconté dans les télés et dans les radios, bon, eh bien, j'ai la prétention de ne pas être un gars qui baisse les bras, mais c'est très difficile d'aller contre eux, parce que nous, on a que notre parole, on a nos petits journaux, et eux, ils assènent à n'importe quoi sur la tête des Français. Hein. C'était horrible. L'Algérie, c'était horrible. Il faut quand même rappeler que Le Monde a publié une photographie de Gégène. Oui. On voyait un type un moustachu brun, qui était présenté comme un Algérien, avec un casque sur la tête, et il y avait un fil électrique qui passait à proximité. Ouais. Et le gars était torse nu, et il gesticulait, il convulsait. Et alors, la légende, c'était une expérience, une torture à la Gégène, je ne sais pas. Et quelqu'un a envoyé la photo, mais complète. Pas la photo pas découpée comme ça. La photo complète. Et on a découvert que cette expérience de Gégène, c'était tout simplement une nouba dans une chambrée où les gars complètement bourrés à l'accro se baladaient torse nu et dansaient au son d'un tépaz dont on voyait le fil d'alimentation qui était censé être la Gégène en question. Et le gars était tout simplement torse nu, en sueur, complètement bourré, et dansait avec son casque sur la tête. Voilà. Et la photographie, d'ailleurs, est dans la nouvelle revue d'histoire, à la page... Qui est dans les kiosques. Il y avait aussi une photo qui est apparue, qui a été diffusée partout, où on voyait dans un poste, dans le bled, deux soldats en tenue correcte, avec des calots, ça devait être des gars de l'infanterie ou du train, avec une jeune Algérienne qui était à moitié à poil, qui riait au milieu, entre deux, et tout le monde riait sur la photo. C'était une fille d'un BMC, c'est-à-dire un bordel militaire de campagne qui circulait dans les unités. C'était présenté comme une femme du peuple, une paysanne algérienne, violée par d'affreux troufions. Pour une fois, c'était pas ni des légionnaires ni des paroles, c'était des types de l'infanterie, des appelés de l'infanterie, quoi. Je précise que j'ai dit que la photo, je viens de parler, était dans Le Monde, c'est dans Le Monde 2, c'est-à-dire c'est une revue mensuelle, c'est pas le quotidien Le Monde. Il y a d'autres photos qu'il ne passe jamais, et des photos atroces qui sont également dans la nouvelle revue d'histoire. Il y a des photos que je n'avais jamais vues. Eh bien, elles viennent du bouquin que j'ai publié, Torture. Vous avez dit Torture, on en a vendu 50 000 exemplaires, et il y en a encore, on a fait un nouveau tirage au Cercle National des Combattants. Roger, il nous reste 10 minutes pour parler de ton livre. Alors, il y a deux solutions. Comme on a beaucoup parlé de la Corse, ou on parle du livre maintenant, ou tu reviens pour en parler. Non, on peut en parler maintenant. On va en parler. Moi, j'aurais simplement à donner des réponses à des gens qui demandent pour la fête. Ça, on va donner. Je préfère qu'on parle du livre. La première question, ce livre s'intitule Israël-Palestine, assez de mensonges. Alors, moi, la question qui me vient à l'esprit après la conversation qu'on vient d'avoir, là, c'est... étant donné la situation de la France aujourd'hui, étant donné le combat qu'il y a à mener en France, quelle
quelle utilité pour le combat en France vois-tu à publier un livre intitulé Israël-Palestine, assez de mensonges? Je vois d'abord l'utilité de dire la vérité. Parce que moi j'ai 74 berges maintenant, je me sens pas ni vieux ni jeune, je me sens pour mon âge, mais j'ai quand même l'expérience d'un certain passé militaire, d'un certain passé politique. Nous avons toujours été accusés de tous les maux, nous sommes des salauds, nous sommes des colonialistes. J'ai voulu expliquer que la France n'avait pas à être constamment attaquée, et que Israël avait autant de défauts, et pire encore que ce que la France coloniale avait pu faire, parce que nous avons pris des territoires, mais on a essayé d'y amener la civilisation et on a essayé d'amener un certain bien-être aux gens. Alors qu'Israël a pris ce territoire de Palestine, qui était peuplé de Palestiniens, puisque les Juifs étaient partis, ça faisait 2000 ans, quand on vient nous dire que nous n'avons pas le droit d'être en France, nous n'avons pas le droit d'être nationalistes, nous n'avons pas le droit d'aimer notre pays, j'explique que si des gens qui étaient partis depuis 2000 ans peuvent revenir parce que c'était leur pays avant, nous pouvons d'autant plus rester parce que c'est le nôtre ici. Et nous n'avons pas de raison de capituler et de baisser. J'ai toujours eu un certain respect pour les Juifs qui ont recolonisé ce territoire, qui ont travaillé, qui ont durement travaillé, et j'ai expliqué que tout ça n'a pas été facile. Tout ça n'a pas été facile parce que il y a 200 ans qu'il y a un courant de retour vers Israël. Même si à certaines époques ça s'est accéléré, s'il y en a eu plus. Mais il y a eu aussi tout un tas de choses que j'explique dans ce livre. D'abord, les colons juifs qui étaient là-bas préféraient faire travailler les Arabes qui étaient payés moins cher que les Juifs qui arrivaient d'Europe, qui avaient moins le métier de la terre et qui étaient payés plus cher. Enfin, tout un tas de choses qu'il faut lire, tout un tas de choses qu'il faut connaître. Et puis, on s'aperçoit aussi que dès le retour des Juifs en Israël, c'est-à-dire là, cette montée vers Israël, il y a des Juifs qui n'ont jamais quitté Israël. Il y a toujours eu un ghetto juif qui était toléré par les Arabes. Et il y a eu la lutte entre ceux qui revenaient et ceux qui étaient là. Au moment de l'indépendance, par exemple à l'occupation de Jérusalem, les vieux qui étaient là depuis toujours ont dénoncé les agents de l'Irgoum et autres, ont dénoncé aux Anglais. Il y a eu des combats entre les différents groupes juifs. Ils se sont assassinés, ils se sont massacrés entre eux. Certains étaient du côté des Anglais, d'autres étaient du côté des résistants juifs. Mais ces résistants juifs étaient des terroristes. Il y avait des terroristes et les dirigeants de l'État d'Israël ont pour la plupart été des chefs terroristes. Alors moi je pars du principe, et c'est la position du Front National, que les Juifs ont droit à un territoire. Puisqu'ils sont revenus, ils ont droit à un territoire. Mais les Palestiniens aussi ont droit à un territoire. Alors dans ce livre, j'explique pourquoi M. Sharon, que certains d'entre nous disent qu'il est nationaliste. Oui, il est nationaliste. Je ne lui reproche pas d'être nationaliste. Moi, je ne reproche pas aux Juifs de servir leur patrie juive, de servir leur pays. Je veux simplement que nous, on essaye de servir aussi le nôtre et qu'on puisse dire pour notre pays la même chose qu'eux disent pour leur patrie. Et maintenant, je pars du principe, puisqu'il y a eu la décolonisation, puisque tout ce qui a été fait par les coloniaux, les colonialistes, c'est honteux, c'est dégueulasse, c'est tout ce qu'on veut, eh bien, les Palestiniens ont droit à un territoire et les Juifs ont droit à un territoire. Et tous les accords qu'il y a eu ces 10 ou 15 ou 20 dernières années, mais surtout ces 10 dernières années, ne pouvaient pas aboutir dès l'instant où ça n'était pas tranché. Voilà, il y avait une limite, il y avait une frontière. En 67, ils l'ont passé, ils ont conquis une partie du territoire.
d'où ils avaient déjà chassé les Palestiniens, le territoire dans lequel ils étaient, ils avaient chassé les Palestiniens, et en 67, ils ont encore chassé d'autres Palestiniens. Et ils ont pris une partie du territoire qui doit revenir aux Palestiniens. Alors nous qui sommes traînés dans la boue, qui sommes traités de tous les noms, moi je trouve un peu jubilatoire de pouvoir avoir des idées claires sur cette question. Une patrie pour les Juifs avec des frontières internationalement reconnues, une patrie pour les Palestiniens avec une frontière internationalement reconnue. Il n'y a que cela qui pourra amener un début, un semblant de paix. Mais là, un laisser une partie aux Palestiniens, en y laissant des garnisons, en y laissant des soldats, en y laissant des colons. Quand il y a 200 colons, il y a 1000 soldats pour les garder. À Hébron et autres, il doit y avoir 300 ou 400, ou peut-être 500 juifs civils, et il y a une garnison qui est là. Eh bien, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas marcher. Alors, c'est un livre qui est tout à fait intéressant, parce que d'abord c'est un livre historique. Je pense d'abord que les gens qui vont le lire, il y en a déjà 1000 de partis. Le premier tirage est parti. Il va être réédité très rapidement, ce qui va me permettre d'ailleurs de donner un bon à tirer après avoir fait corriger les fautes d'impression et tout cela. Hein. C'est très très historique. Et puis ça donne aussi une position, une explication pourquoi M. Sharon n'est pas contré aujourd'hui. Et ça, je l'explique, et je te l'avais dit un jour déjà à Radio Courtoisie. Hein, quand il y a eu la guerre du Kippour, et les Juifs ont failli perdre la guerre. Bon. Ils ont failli perdre la guerre et ils ont eu des pertes énormes. Ils ont dû avoir 2 à 3 000 morts, ce qui était important pour un pays de 4 à 5 millions d'habitants. Et tout le gouvernement israélien, tous les dirigeants israéliens étaient d'accord avec les Américains qui leur avaient fait comprendre, s'il y a encore une guerre avec les Arabes et que vous gagnez, ils ne viendront jamais à la table de négociation. Si vous voulez que l'Égypte vienne à la table de négociation, il faudrait qu'ils aient une simili-victoire. Et tout le monde politique israélien était dans la combine avec les Américains. Et là, un beau matin, les satellites ne marchent plus, les radios ne marchent plus rien ne marche. Et les Égyptiens attaquent. Les Égyptiens attaquent et c'est la fête d'une partie des troupes israéliennes sont rentrées en congé chez eux. Et c'est là que les autres attaquent. Et le gouvernement israélien est d'accord avec les États-Unis, est d'accord avec le ministre des Affaires étrangères américain de l'époque. Il faut donner une simili-victoire. Le seul mec qui n'est pas dans le coup, c'est Sharon. Et Sharon, il a mobilisé sa division de blindés. Et sa division de blindés lui est entièrement dévouée. Et lorsqu'il avance dans le désert, eh bien, on lui donne toujours ordre de reculer. On lui dit, vous êtes encerclés, reculez. Il ne reçoit que des ordres négatifs. Parce que tout le monde est maqué dans le coup. Voilà. Extraordinaire. Oui. C'est bien dense, votre histoire. Oui. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il passe à travers le lac Amer, les lacs Amer, et il rentre en Égypte. Mais l'état-major ne sait même pas qu'il est en Égypte. Il va finir par me rendre Sharon Saint-Pet. L'état-major ne sait même pas qu'il est en Égypte. Et dans ses mémoires, il raconte tout ça. Le fort chinois, qui est une position qu'il tient avec ses soldats qui sont de bonnes troupes, qui sont des rappelés. C'est des gars qui sont arrivés prendre leurs blindés avec leurs camions de blanchisseurs ou avec leurs taxis et tout, qui sont montés dans les blindés et qui lui font confiance et qui sont partis. Et lui, eh bien, il est à 2 doigts de foncer sur le Caire et de prendre le Caire, alors que la guerre a été acceptée par l'état-major juif et par le gouvernement juif pour donner une chance de simili-victoire aux Égyptiens. Et c'est là qu'il y a l'histoire de la route, où les Américains envoient une dizaine de casques bleus colombiens qui mettent une guitoune et une table sur la route et hop, ils stoppent à cet endroit-là. Avec l'accord des Russes, ils stoppent les convois
de Sharon qui monte pour prendre le Caire. C'est-à-dire que c'est le contraire de ce que les autres ont prévu. Alors tous ces mecs ont trahi parce qu'il y a eu 3000 morts. Alors aujourd'hui, l'autre, bien, il peut leur dire, fermez votre gueule. Personne ne peut l'ouvrir parce que s'il balance la vérité là-dessus, eh bien, il y a pas mal de gars qui rentreront chez eux et qui ne feront plus de politique. C'est ça la réalité des faits, parce qu'entre eux, ils ne se font absolument pas de cadeaux. Alors j'explique dans ce livre aussi que les Palestiniens ne sont pas mes amis. Il y a eu aussi des terroristes palestiniens, mais je me refuse à faire la différence entre les terroristes juifs et les terroristes palestiniens. Voilà. Je pense que pour la paix du monde et pour la paix que nous avons besoin d'instaurer pour nos enfants, il faut que cette région du monde revienne en paix. Et puis quand même, il faut quand même pas se tromper que si les Américains sont rentrés dans la gueule de Saddam Hussein, s'il y a eu cette guerre dont ils ne sont pas sortis, entre nous soit dit, c'était aussi pour Israël qu'ils l'ont fait. Alors il serait peut-être temps que tout ce cirque s'arrête et que la paix soit réellement établie. Et il y a quand même une chose qui est sûre et certaine, c'est que Israël n'est pas la véritable démocratie que l'on veut bien dire, mais c'est quand même le seul pays de la région où il y a une grande liberté de la presse. Et on lit dans des journaux israéliens des choses qui sont très importantes. Il y a une liberté de plume et une liberté de parole qui n'existe pas chez nous et qui n'existe forcément dans aucun pays arabe de la région. Ils peuvent écrire ce qu'ils veulent sans risquer d'être taxés d'antisémitisme. Ils ne seront pas traités d'antisémites comme nous le sommes que dès qu'on dit quoi que ce soit. Merci Roger. Ça s'appelle Israël-Palestine, assez de mensonges. Par Roger Lehn, c'est paru chez Godefroy de Bouillon. On peut le commander Oui, on peut le commander chez Godefroy de Bouillon et puis aux librairies, dans les librairies chez nous, quoi. Et puis on le trouvera Alors, la grande journée du 28 septembre. Oui, alors ça, c'est une fête. Dimanche en huître. Nous faisons tous les ans la fête du CNC, au mois de juin, et j'ai pris l'habitude de faire une deuxième journée en septembre. Alors là, nous tuons des bœufs de notre cheptel. Il y en a 4 qui ont été emmenés à l'abattoir l'autre jour. On fait un immense barbecue. Il y a beaucoup de viande, de la bonne viande de qualité. Il y a à l'orchestre une piste de danse, il y a des chanteurs, les Cosaques de Moscou, des chanteurs russes qui sont très bons. Si on nous avait dit que les Cosaques de Moscou viendraient... Voilà, oui, mais enfin, ceux-là sont des bons. Et puis il y a un repas comme le Cercle national des combattants le sert constamment au château, c'est de grande qualité. Et puis en plus, nous avons des stands, dont un stand Militaria, avec des documents importants sur la guerre d'Indochine, des tracts, des affiches, des journaux, des armes anciennes. Nous essayons de faire les choses très bien, et les gens qui sont déjà venus une fois reviennent parce qu'ils savent que c'est très chouette, et que la bouffe est bonne, que l'ambiance est bonne, et tout ça est fait forcément pour faire tourner le château de façon que ça ne devienne pas la baraque à Roger Lafrite, mais que ce soit que ce soit une affaire avec un peu de tenue et autres. Et là, j'annoncerai le jour de la fête une grande réunion aussi le mois prochain, le 25 octobre, où nous allons répondre à l'année de l'Algérie en France. Nous allons faire un monument aux morts qui sera dans un coin de la propriété du château, avec une stèle où il sera marqué à tous les soldats français, quelle que soit leur race ou leur religion, trahis par ceux qui les avaient envoyés au combat. Et là, on pourra, au moins en pensant à nos morts qui ont été trahis, venir de temps en temps faire une prière et déposer des fleurs. Ça sera le 25 octobre et on va le répéter. On va le répéter. Alors là, pour les gens qui demandaient le numéro de téléphone, le Cercle national des combattants, c'est le 01 40 59 07 66, 01 40 59 07 66, c'est là qu'on peut commander les billets. Ils sont renvoyés par retour de courrier, mais nous allons mettre aussi un stand à l'entrée, et les gens qui viendront cette année pourront prendre des tickets à l'entrée. C'est-à-dire à partir de 9h c'est ouvert, il y a la messe à 9h30, il y a la cérémonie des couleurs à 11h, et ensuite des grands discours patriotiques, il n'y a pas grand monde qui parlera parce qu'on s'est aperçu que quand il y a plusieurs personnes qui parlent, ça lasse un peu les gens. Mais je ferai un grand discours politique sur l'état du front, sur l'état et les raisons de notre combat, et surtout les raisons de persévérer pour essayer de sauver ce pays qui a bien besoin d'être sauvé. Merci Roger. Alors rendez-vous dimanche 28 septembre 2003 à Neuvy-sous-Barangeon,
au parc du château, grande fête champêtre et campagnarde, avec un immense barbecue, 4 bœufs, ça doit commencer à se voir. Entrée, bas, les repas, 35 €, jambon corse, on y est quand même, grillade de bœuf du château, chips, fromage blanc et fruits, vin et boissons non comprises. Ça commence à 9h et ça dure jusqu'au soir. Oui, alors on ne met pas la boisson à volonté parce que là, une fois on l'a fait et puis ça nous a totalement ruinés, quoi. Alors les gens ont à manger largement, c'est bien, c'est bon, c'est copieux, mais pour boire, ils s'achètent ce qu'ils veulent pour boire. Ils pourront aller laper dans la pièce d'eau. On nous rappelle que Roger Hollande sera au Havre pour un dîner-débat le 3 octobre à 20h. Oui, pour tout renseignement, 02 35 43 36 93. Je répète, 02 35 43 36 93. Le Havre, nous sommes reçus en modulation de fréquence. Alors je demande aux amis de venir nombreux le 28 parce que il faut quand même bien savoir que j'ai ce château sur le dos et ça n'est pas tellement facile, bien que, comme je le répète, ça n'est pas le tonneau des Danaïdes, parce que nous l'avons quand même remis en état. Il était en ruine il y a 20 ans, nous l'avons remis en état. Nous avons des cuisines aux normes européennes, des salles de restaurant aux normes européennes, et tout l'intérieur du château, sécurité et autres, est aux normes européennes. La dernière commission de sécurité qui est passée nous a donné un aval pour 5 ans. J'en suis assez fier. Merci.